Oui Bruno, quel invité, Gaël Rivière. Bonjour Gaël. Bonjour. Alors on le voit tout de suite et ça, voilà, ça y est, nous on le voit, tu es champion paralympique de cécifoot. Tu nous as fait vibrer avec ton équipe en septembre lors de Paris 2024 et on est très heureux de t'avoir aujourd'hui. On parle du handicap dans la vie quotidienne, mais toi le handicap on a l'impression qu'il n'existe pas tellement tu as une vie remplie, tu es avocat dans le droit des affaires et donc champion paralympique, tu as une double vie. Est-ce que pour toi, le handicap, le mot handicap, ça veut dire quelque chose? Alors moi, je préfère utiliser la notion de situation de handicap. Je pense qu'elle est beaucoup plus parlante. J'aime beaucoup prendre cet exemple en disant que moi, quand je suis à mon bureau, quand je suis chez moi, je ne suis pas en situation de handicap. Donc la situation dans laquelle je me trouve ne m'handicape pas, mon environnement ne m'handicape pas. Je suis tout à fait à l'aise pour faire tout ce que j'ai envie de faire. En revanche, si j'ai envie de me balader dans Paris et qu'il y a un trottoir encombré par des voitures, effectivement, je suis en situation de handicap. Et quand je vais me balader dans une ville où il n'y a pas de transport en commun ou dans les campagnes, je suis encore plus en situation de handicap. Donc Oui. il faut mettre le focus sur la situation qui est handicapante et pas le handicap qui empêcherait de tout faire. Et donc tu passes ta vie à trouver des solutions à des problématiques de situation. Exactement. Parfois, les solutions sont plus ou moins simples. Parfois, il n'y en a pas. Mais le plus souvent, on est capable de faire beaucoup de choses malgré tout. Bon, dans la deuxième partie d'interview, on parlera de là où tu vis, là où tu es né aussi à La Réunion. Mais là, je voudrais qu'on fasse un petit focus sur le cécifoot, parce que de nombreux Français ont découvert cette discipline pendant les Jeux de Paris 2024. On va voir quelques images où on vous voit, c'est du foot, mais qui se joue sur un terrain de hand, enfin en tout cas de dimension d'un terrain de hand. Ouais. Et vous n'êtes pas 11 contre 11. 4 contre 4, 4 joueurs de champ contre 4 joueurs de champ. Les joueurs de champ sont non-voyants, avec un bandeau sur les yeux pour s'assurer que tout le monde est en situation de cécité. À 100%. À 100%, exactement. Même si certains ont des aptitudes telles qu'on pourrait parfois en douter. Notre capitaine, par exemple, il est tellement fort que j'entends toujours les gens dire « mais il voit, c'est pas possible ». Eh ben non. Ah oui, et parfois il y a des frappes, on se dit « mais c'est pas possible ». Exactement. Voilà. Il faut dire que vous avez des guides aussi qui tapent sur les poteaux pour vous renseigner. Voilà, exactement. Un guide qui est derrière la cage adverse et un membre de notre staff et qui va nous indiquer là où on doit frapper. Et puis le gardien de but qui, lui, est parfaitement voyant. Mais ça n'empêche pas de se prendre des buts, bien sûr. Ah bah oui, là c'est vraiment une leçon d'humilité pour lui parce que lui il voit tout, mais il se prend des buts aussi. Exactement. Et alors j'ai le ballon de cécifoot avec moi, merci de me l'avoir apporté. C'est un ballon qui fait du bruit. Exactement, c'est une des adaptations les plus importantes dans notre sport évidemment, le fait que le ballon fasse du bruit et ce qui nous permet de le localiser à tout instant pendant le match. Voilà. Et toi, quand tu étais petit à La Réunion, tu avais trouvé une astuce justement, c'était quoi ? Non, en fait, ce qui est drôle, c'est que cette astuce, donc, quand on était enfant, on avait envie de jouer ensemble et on ne connaissait pas l'existence du cécifoot. On est dans les fin des années 90, donc pas du tout la même ampleur de notre sport. Et donc, on avait trouvé l'astuce de mettre le ballon dans un sac plastique pour qu'il fasse du bruit. Et ce qui est drôle, c'est qu'en discutant avec d'autres joueurs de cécifoot des années après, j'ai appris qu'eux aussi avaient trouvé cette même astuce. Donc, bon, alors, pas écolo, mais... Voilà, il faut bannir les sacs plastiques, mais il faut en garder quand même en effet pour que tout le monde puisse jouer au foot. Et puis maintenant avec cécifoot, évidemment, avec la vitrine que vous avez offerte à cette discipline en septembre avec Paris 2024, je suis sûr qu'il y a plein d'enfants qui se sont mis au foot, qui ont enfin pu vivre leur passion grâce à cette discipline. Maintenant, on va parler de toi. Tout à l'heure, on a parlé de cécifoot beaucoup, mais on va parler de toi qui est né en décembre, juste avant Noël d'ailleurs, en 1989 à Saint-Benoît, à La Réunion, où c'était quoi? Alors, tu as toujours été non-voyant. Exactement. Quel souvenir tu as de là où tu habitais quand tu es né? Alors, les principaux souvenirs que j'ai, c'est des souvenirs de liberté, parce que j'ai grandi dans un tout petit village et à cette époque-là, nonobstant le handicap, ma déficience visuelle, dont j'avais pas une grande conscience, je faisais du vélo, je faisais du foot dans la rue, dans les champs. Pardon, mais tu faisais du vélo? Exactement. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures qui circulaient, voire pas de voitures, et du coup, je connaissais très bien les petites routes à côté de chez moi, et puis je pouvais m'aventurer en vélo, et puis je pouvais également suivre mes copains quand on allait un peu plus loin, avec ce qu'on a tous fait en étant petit, accrocher un truc pour que ça fasse du bruit en frottant contre la roue, et ce qui me permettait de les suivre au bruit. Donc beaucoup de souvenirs comme ça, de grands espaces de liberté. Ouais. C'est incroyable parce que quand on t'entend, on se dit que c'est nous qui fixons des limites au handicap. Toi, tu t'en fixais aucune en fait.
La grande chance que j'ai eue, c'est d'avoir des parents qui m'ont laissé expérimenter et laisser faire des choses. Je dis souvent que mes parents m'ont laissé tomber et parfois, prendre le risque de laisser tomber quelqu'un, c'est de le laisser prendre conscience de son corps, prendre conscience de l'espace, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il ne peut pas faire. Et j'ai eu des parents qui ont eu cette intelligence de ne pas être dans la surprotection, ce qui est assez naturel quand on a un enfant en situation de handicap, je pense. Et ils ont réussi à réfréner cet instinct pour me laisser expérimenter des choses dans mon quotidien. Et alors, explique-nous, parce que moi, ma première maison, par exemple, j'ai des photos. Donc, je me souviens de cette maison avec ce support de la photo. Comment tu as encore cette mémoire-là ? Alors moi, j'ai beaucoup de chance que la maison de mon enfance existe toujours, et mes parents y vivent toujours. Donc, Donc tu y retournes ? J'y retourne. Ma chambre, maintenant, mes parents l'ont transformée en petit musée. On connaît l'objectivité des mamans. Donc il y a des coupes, des médailles. C'est ça. Ouais. Donc c'est eux qui gardent tous les diplômes et les médailles. Mais ouais, donc j'ai cette chance-là. Et puis c'est les souvenirs. On me parle souvent, on me questionne souvent sur les rêves, par exemple, comment on construit ses rêves. Les souvenirs, ça marche un peu pareil, c'est-à-dire on peut les construire par des souvenirs visuels, mais aussi par des souvenirs de toucher, tactile, olfactif, de son, etc. Donc les miens sont ceux-là. C'est tout aussi riche d'ailleurs que les images. À 15 ans, tu quittes La Réunion ? Exactement. Pour aller à Paris. Voilà, tout à fait. Le grand saut. J'avais à cette époque l'envie de découverte, une envie qui m'a toujours accompagné tout au long de mon parcours. Et donc, j'ai réussi à convaincre mes parents que, évidemment, ce serait très bien pour mon parcours scolaire que j'aille à Paris. Ils n'ont pas été dupes, mais ils m'ont quand même laissé partir. Donc, ça m'a permis effectivement de découvrir un autre environnement, de découvrir l'autonomie dans une ville aussi, parce que Paris, avec ses transports en commun, c'est aussi la possibilité d'aller où on veut quand on a envie, en tout cas quand on ne souffre que d'une déficience visuelle. Ouais. Et donc voilà, c'était Paris, c'était découverte du foot aussi. Ah oui, parce que le foot, il y a eu un déclic en 98, ouais. Parce que oui, qu'on soit en France métropolitaine ou à La Réunion, évidemment, on vit cette ferveur-là. Tu as 9 ans, ouais. Quasiment 9 ans, 8 ans et demi, ouais. Et tout d'un coup, voilà, ça devient une passion. Ouais, ça devient une passion parce que, en fait, même si peut-être à cette époque-là, je n'avais pas une vision très claire de ce que c'était le foot, de me représenter les actions, c'est venu un petit peu plus tard après, mais il y avait cette émotion partagée parce que votre famille vous la transmet, ton père te la transmet, tes cousins, copains, etc., copains, et donc tu es entraîné dans cette émotion et voilà, moi c'est devenu une passion à partir de ce moment-là. Puis j'ai commencé, comme je le disais, à jouer au foot en tapant dans un ballon dans la rue. Voilà, avec un sac plastique autour. Et ces 6 foot, ça commence quand tu arrives à Paris ? Exactement. À Paris, je suis à l'Institut national des jeunes aveugles et je commence à découvrir le CC Foot avec d'autres non-voyants. Deux d'entre eux étaient avec moi à Paris, aux Jeux paralympiques, donc 20 ans après. C'est magnifique, c'est c'est une expérience humaine en plus. Exactement. Et j'imagine que tes horizons en termes footballistiques s'agrandissent totalement avec le CC Foot. En réalité, tout va assez vite. Moi, mon but, c'est simplement de jouer le plus possible. Et il y a le sélectionneur de l'équipe de France qui vient me voir et me dit, écoute, là, tu es un peu moyen, mais peut-être en t'entraînant un peu, tu peux aller au plus haut niveau. Il me propose de faire des stages de préparation. Et moi, je ne suis pas compétiteur pour un sou à l'époque, mais je me dis, c'est une occasion de jouer au foot un peu plus. Et donc, c'est comme ça que mon histoire avec l'équipe de France commence. Et puis, effectivement, une fois qu'on a goûté à la compétition, on a envie d'y retourner. Et après, on devient un peu plus compétiteur en plus d'être passionné. Surtout que tu es un gourmand, parce que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'en parallèle de ces stages de foot, etc., il y a les études. Alors là, les études, tu es major 2 fois. C'est incroyable. Tu es major de 2 masters de droit et tu deviens avocat. Et alors, on peut se dire, oui, mais comment il fait ? Et en fait, tu as une astuce, c'est que toi, tu ne lis pas, tu écoutes. C'est ça, tu as un logiciel qui lit tes cours. Et ce que tu fais pour aller encore plus vite, tu accélères la vitesse. Ouais, c'est ça. En fait, beaucoup de non-voyants utilisent ce qu'on appelle une synthèse vocale. Donc, c'est un logiciel, comme tu le disais, qui va lire ce que vous pouvez voir à l'écran. Et la faculté qu'on a avec ce lecteur d'écran, c'est d'accélérer le débit de lecture. Et forcément, moi qui ai commencé à utiliser ça depuis que je suis très jeune, je suis habitué et donc je peux l'accélérer à un rythme assez élevé. Ouais, il paraît même qu'on ne comprend pas, que quelqu'un qui écoute, il ne comprend pas ce que dit ton générateur vocal. Tout à fait, mais mes coéquipiers comprennent parce qu'ils ont le même parcours
parcours que moi, mais des gens qui voient et qui n'ont pas jamais utilisé ce logiciel, effectivement, sont bien en peine de comprendre ce qu'il raconte. Et donc, tu réussis 2 carrières, tu réussis haut la main, donc avocat en droit d'affaires, où tes clients ne savent même pas que tu as un handicap tant qu'ils ne te voient pas. Voilà, la plupart du temps. Et donc, champion paralympique. Alors, il nous reste très peu de temps, mais qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette aventure complètement folle jusqu'à la médaille d'or? Puisqu'on parle de handicap, moi, ce qui me marque le plus, c'est que la plupart des gens que je croise maintenant après ces Jeux, les enfants notamment, mais les grands-mères, les papis, etc., me parlent que de sport et oublient de me parler cécité. Et je pense que ça, c'est la plus belle victoire qu'on ait pu obtenir. C'est-à-dire qu'on a réussi par l'émotion sportive à faire oublier le handicap pour que ne reste que la notion de sport et de performance. De performance, c'est ça. Oublier le handicap pour s'intéresser à la performance. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs, parce que quand la France était derrière ton équipe en finale, c'était derrière l'équipe de France. Ce n'était pas derrière l'équipe d'aveugles. Et les gens retiennent le penalty, le tir au but, et ils oublient presque de nous questionner sur comment ça se joue, etc. Ils sont intéressés que par ce moment, qu'est-ce qu'on a ressenti, comment on réussit ce geste, etc. Et puisqu'on parle aujourd'hui dans Propriété à tout prix du quotidien des handicapés, des personnes en situation de handicap, notamment dans l'immobilier, est-ce que toi, tu penses que ce que vous avez fait, ce qu'ont fait les Jeux paralympiques, la médiatisation de ces Jeux, ça va aider au quotidien? Alors je pense qu'il faut être très modeste. Nous, on l'a été d'un point de vue sportif et on l'est aussi d'un point de vue sociétal. On ne pense pas qu'on va tout révolutionner d'un coup, mais on pense qu'on a ébranlé un peu les préjugés, qu'on a contribué à apporter quelque chose de nouveau dans l'imaginaire collectif et que ça va faire son chemin. Ça ne suffira pas, ce n'est pas tout, mais c'est un élément peut-être important. Et pour finir, tu vis où et comment tu as choisi là où tu vis aujourd'hui? Alors j'habite à Issy-les-Moulineaux dans un appartement que j'ai acheté il y a 2 ans et que j'ai mis beaucoup de temps à acheter puisque j'étais un peu tatillon. Ah, c'était quoi? C'était la couleur des murs qui ne te convenait pas? Pas la couleur des murs, mais je voulais un peu tout. Et forcément, vous êtes mieux placé que moi pour savoir, il faut faire parfois des petites concessions quand on achète un bien. Et tu es heureux là où tu vis? J'ai trouvé la perle rare, donc je suis très content. Pas d'aménagement particulier? Non, c'est un des avantages de la situation de déficience visuelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aménagement énorme, si ce n'est mettre des petits points de repère sur les feux qui sont tactiles, sur les machines à laver qui sont tactiles. Bon, voilà, c'est des petites adaptations, mais rien de critique. Mais merci beaucoup Gaël, c'est vrai que ce que vous avez fait, l'équipe de France, ce qu'ont fait tous les athlètes paralympiques, ça a sûrement bougé un peu les lignes et on va continuer nous aussi dans Propriété à tout prix de faire en sorte que toutes les personnes en situation de handicap aient droit à une vie normale. Et même toi, c'est une vie extraordinaire que tu as. Et tu es un modèle formidable pour tous ceux qui nous regardent. Merci beaucoup Gaël. Merci encore. Prochaine compétition, donc c'est l'Euro en 2026. Exactement, en France à Strasbourg. Voilà, et vous êtes tenant du titre. Donc évidemment, tous les Français seront derrière vous pour garder ce titre de champion d'Europe. Merci beaucoup Gaël. Merci encore. Merci, je rejoins Bruno.